En Italie, qui pour devenir le nouveau président de la République et surtout qui pour remplacer Mario Draghi comme Premier ministre s'il était désigné, c'est l'équation impossible. Les États-Unis réaffirment leur soutien à l'Ukraine et se disent prêts à répondre résolument en cas d'invasion russe. Des sanctions pourraient viser le gazoduc Nord Stream 2. Lever des restrictions sanitaires en Angleterre et bientôt au Danemark. Et dans le même temps, en France, les enseignants manifestent une nouvelle fois pour dénoncer la gestion de la crise sanitaire. C'est une équation très compliquée à résoudre. En Italie, aucun nom n'est sorti à l'issue du 4e tour de scrutin pour l'élection du président de la République. Les grands électeurs de droite se sont abstenus, ceux de gauche ont voté blanc. Mario Draghi, l'actuel président du Conseil, aurait toutes ses chances, mais son élection pourrait faire chuter le gouvernement. Son expérience et son aura sont tellement précieuses qu'aucun parti politique ne veut le voir quitter le palais Chigi. Mais alors qui pour assurer la fonction largement protocolaire? Il y a deux scénarios possibles. Le premier est que Draghi reste Premier ministre et assure la stabilité du pays et la crédibilité du gouvernement, ce qui serait plus rassurant pour la communauté internationale et les institutions européennes. Si Draghi devient président pour les 7 prochaines années, la crédibilité du pays serait remise en cause. La question est de savoir qui va ou peut le remplacer et incarner un rôle à la fois politique et technocratique à un moment aussi difficile, alors que le monde occidental est confronté à une crise d'identité. Faire le choix de Mario Draghi comme président pourrait aussi faire dérailler les réformes nécessaires à l'obtention des milliards d'euros promis à l'Italie dans le cadre du méga fonds de relance européen. Le suspense continue. Prochain vote ce vendredi. Joe Biden s'est entretenu jeudi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président américain a assuré que les États-Unis et leurs alliés répondraient résolument en cas d'invasion russe et a évoqué la possibilité d'une aide économique supplémentaire pour l'Ukraine. Mais Washington dit également préparer de nouvelles sanctions économiques sévères à l'encontre de la Russie en cas d'invasion, visant notamment le gazoduc Nord Stream 2, cher à Moscou. En ce qui concerne Nord Stream 2, nous continuons à avoir des conversations très fortes et très claires avec nos alliés allemands. Et je veux être clair avec vous aujourd'hui, si la Russie envahit l'Ukraine d'une manière ou d'une autre, Nord Stream 2 n'avancera pas. Une position confirmée par la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, qui a déclaré que les sanctions fortes préparées par l'Occident en cas d'offensive russe incluaient aussi Nord Stream 2, qui attend toujours sa mise en service. Le sort de ce gazoduc controversé devrait être au cœur de la prochaine visite du chancelier allemand Olaf Scholz à la Maison-Blanche le 7 février. De son côté, la Russie poursuit ses manœuvres militaires à la frontière ukrainienne, où plus de 100 000 soldats auraient été déployés depuis novembre dernier. Moscou dément toujours tout projet d'invasion, mais s'estime menacé par l'expansion de l'OTAN, ainsi que par le soutien occidental à son voisin ukrainien. C'est comme un vent de liberté qui souffle sur l'Angleterre avec la décision des autorités de lever une grande partie des restrictions sanitaires. Fini la présentation du pass vaccinal pour les événements accueillant du public, fini l'obligation du port du masque. Certains Anglais restent néanmoins prudents. J'ai l'impression que ça fait une éternité que ces restrictions étaient en place. C'est presque un peu effrayant, alors je garde toujours un masque avec moi. Mais c'est un sacré soulagement après 2 ans. On a été confinés chez nous, on ne pouvait pas sortir. C'était dur, surtout pour des gens de mon âge. Donc oui, c'est un soulagement. Et pouvoir être comme ça, c'est vrai que c'est super. Au Danemark aussi, les restrictions vont être levées à compter du 1er février. Et là aussi, les habitants semblent hésiter entre soulagement et une certaine méfiance. Ainsi, ce retraité interrogé sur la fin de l'obligation du port du masque. Je pense que ce n'est pas raisonnable, dit-il. Et quand on lui demande pourquoi, il répond que cette décision est prématurée et qu'il y a encore trop de personnes infectées. En France, ce jeudi était une journée de mobilisation sociale avec de nombreuses professions dans les rues pour réclamer des hausses de salaire. Dans les cortèges, de nombreux enseignants qui entendaient dénoncer la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. La gestion déjà de la crise sanitaire nous a rendu notre travail terriblement compliqué. Les écoles en Marseille, les profs, nous, on tombe comme des dominos. C'est la 3e fois depuis début janvier que les enseignants expriment dans la rue un ras-le-bol face aux différents protocoles sanitaires qu'ils ont à appliquer dans les écoles.
Bonjour à tous, bienvenue dans le Cube pour parler de la prochaine élection présidentielle française et plus spécifiquement de la primaire populaire dont le vote a débuté ce matin. Alors qu'est-ce que la primaire populaire? Eh bien c'est une initiative citoyenne, un vote sur Internet qui vise à désigner un candidat unique à gauche en vue du prochain scrutin présidentiel d'avril prochain, avec un seul objectif pour les militants de gauche qui organisent ce scrutin, faire gagner l'écologie, la justice sociale et une vraie démocratie en 2022. La gauche qui, rappelons-le, avance en ordre dispersé dans cette campagne présidentielle et qui semble peser bien peu jusqu'à présent face aux principaux candidats de la droite. Alors qui sont les candidats désignés de cette primaire populaire? On va les voir à l'écran. Ils sont 7, mais plusieurs d'entre eux ont pris leur distance avec cette initiative citoyenne. Ils ont déclaré qu'ils ne reconnaîtraient pas le résultat de cette consultation. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, qui a évoqué une farce. Anne Hidalgo, la maire de Paris et porte-flambeau du Parti socialiste, qui a qualifié l'initiative de sympathique tout en refusant d'y prendre part. Tout comme Yannick Jadot, le candidat des Verts, qui a également pris ses distances. Parmi les gros candidats, finalement, seul Christiane Taubira, l'ex-ministre de la Justice de François Hollande, a accepté les règles du jeu de cette primaire, tout comme les 3 autres candidats qui ont certes moins de poids politique. C'est le cas de Pierre Larouturou, député européen, et puis 2 candidates issues de la société civile et inconnues du grand public, Charlotte Marchandise et Anna Agueb-Porterie. Alors, comment se déroule le vote de cette primaire populaire et qui peut voter? Eh bien, les Français de plus de 16 ans peuvent voter sur Internet depuis ce matin et jusqu'à dimanche 17h, à condition qu'ils se soient inscrits au préalable au scrutin. Ceux qui ne sont pas inscrits et qui veulent voter aujourd'hui ou demain à cette primaire, eh bien c'est trop tard, c'était jusqu'à dimanche dernier. L'occasion de donner un chiffre, celui du nombre d'inscrits. 470 000 personnes se sont inscrites à cette primaire populaire. Une fois sur la plateforme de vote, que faut-il faire? Eh bien, les votants doivent attribuer une mention aux candidats en fonction de leur capacité à faire, je cite, gagner l'écologie et la justice sociale à l'élection présidentielle. Ils ont le choix entre plusieurs mentions. Mention très bien, bien, assez bien, passable. Enfin, c'est un scrutin à un seul tour au jugement majoritaire. Le nom du vainqueur sera connu dimanche en fin d'après-midi. En octobre dernier, au cœur de Paris, l'artiste syrien Khaled Daoua mettait la dernière main à l'installation de sa sculpture Debout, le roi des trous. Exilé en France depuis 2014, après avoir fui son pays en guerre et passé 1 an au Liban, il ne cesse à travers ses œuvres de raconter la destruction de son pays pour laisser une trace, un souvenir contre l'oubli. Comme je suis un artiste, je sens la responsabilité. Que moi, j'ai les outils d'exprimer, pas comme les autres. Sur ce projet, j'ai essayé, la première chose, concentrer sur la vie des gens qui étaient là-bas, sur leur vie, leur quotidien, leurs souvenirs. Ça veut dire quoi, un quartier massacré? J'avais l'envie de ramener avec moi un morceau de la Syrie pour vraiment montrer ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, il utilise son art pour dénoncer la dictature avec Voici mon cœur, une œuvre de plusieurs mètres de long représentant le quartier de la Ghouta dans la banlieue de Damas. Il exhorte les gens à ne pas oublier les massacres commis par le régime syrien et ses alliés. Imaginez ici, dans les maisons, il y a des photos. On voit des vrais gens qui ont mourir soit chez le régime, en prison, soit ils ont massacré. C'est des amis et des gens qui, je savais leur histoire. Par exemple, ce monsieur s'appelle Ali Mustafa, c'était un ami que j'ai grandi. Et je le connais depuis que j'étais petit et ça fait maintenant 8 ans qu'il est prisonnier chez le régime. Et personne ne sait qu'il est où maintenant. Après avoir été exposé à Paris, Voici mon cœur semble être promis à un grand musée français. En attendant, Khaled Daoua poursuit son travail d'artiste et de témoin. Ashley Barty a été la première à se qualifier pour la finale de l'Open d'Australie. En demi, la numéro 1 mondiale a régalé son public et écœuré son adversaire du jour, l'américaine Madison Keys. Une victoire en 2-7, 6-1, 6-3, le tout en à peine plus d'1 heure. À 25 ans, Ashley Barty atteint pour la première fois la finale de l'Open d'Australie après avoir déjà remporté Roland Garros en 2019 et Wimbledon l'an dernier.
Mais pour ajouter un titre de plus à son palmarès, elle devra venir à bout de Danielle Collins. L'américaine s'est facilement débarrassée de la polonaise Iga Swiatek dans l'autre demi-finale. 2-7, 6-4, 6-1. Danielle Collins disputera sa première finale d'un tournoi du Grand Chelem. Elle, qui est actuellement classée 30e joueuse mondiale, est assurée d'entrer dans le top 10, quel que soit le résultat de la finale. La rencontre aura lieu samedi à Melbourne.